Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle série de vidéos. On va s'intéresser cette fois-ci à Couchbase, donc un moteur de base de données NoSQL. Aujourd'hui, c'est la vidéo d'introduction, mais bien sûr, comme toutes les principales vidéos de la chaîne, on va faire une playlist pour essayer de progresser ensemble autour de cet outil. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de cet outil donc en termes d'introduction aujourd'hui? Donc déjà, bien sûr, il a un site web que je vous invite à aller découvrir. Et c'est un outil qui a émergé en 2010-2011 de la fusion de deux startups. Une première startup qui s'appelait Membase et une seconde startup qui s'appelait Coach One. Et donc, comme son nom l'indique, ou comme leur nom l'indique, il s'agit tout simplement de technologies d'une part basées sur Memcached et d'autre part sur CouchDB, donc issu de la fondation Apache. Donc deux outils qui sont assez reconnus dans leur domaine, et se dire de pouvoir fusionner ces deux outils-là, on peut se dire ça peut être assez intéressant. Alors, c'est un moteur de base de données, comme je disais, de type NoSQL, avec un format freemium qu'on retrouve assez souvent. D'une part, la Community Edition, et puis d'autre part, l'Enterprise Edition, bien sûr, payante, avec un système de licensing. Vous retrouverez sur le site aussi plein d'informations concernant les tarifs et ces choses-là. Le principe, comme la plupart des moteurs de base de données NoSQL et les enjeux actuels, eh bien, c'est d'avoir un système qui est distribué sous forme de cluster et qui est hautement scalable avec de hautes performances. Donc ça, c'est l'objectif principal de la plupart des moteurs NoSQL notamment. On est sur un type NoSQL de type multimodèle, c'est-à-dire qu'il associe à la fois du schéma clé-valeur un petit peu standard comme un Redis ou autre, mais orienté document, comme par exemple un Elasticsearch. Donc son principe, c'est d'avoir une clé et de stocker des documents pour pouvoir, donc cette clé permettant de retrouver les documents. Quelques chiffres et quelques noms qui utilisent cet outil pour vous donner quelques idées quand même. Hein. C'est pas quelque chose qui n'est pas quoi. C'est quelque chose qui est relativement courant pour de grosses sociétés. LinkedIn par exemple, qui est assez connu pour utiliser Couchbase, avec 10 millions de requêtes par seconde, hein, donc c'est quand même assez conséquent, à peu près 300 clusters. D'ailleurs, il y a un article que je vous ai mis ici, il est très intéressant, pas que sur l'aspect Couchbase, mais aussi également sur l'évolution de l'organisation adaptée autour de Couchbase au sein de LinkedIn, avec auparavant une équipe dédiée à Couchbase ou des équipes strictement dédiées à Couchbase, et la bascule maintenant au fur et à mesure du temps vers voilà, chaque équipe gère ses Couchbase en quelque sorte, quoi. En gros, c'est un gros résumé. On a également eBay avec plus d'1,3 milliard de produits quand même, 4000 serveurs, PayPal, 1 milliard de documents, Carrefour en France par exemple, LVMH, Coyote, Revolut, General Electric, Pfizer et beaucoup d'autres. Alors, l'intérêt de Couchbase, c'est un type de base de données de type memory first, c'est-à-dire que son objectif, c'est avant tout d'avoir les documents en mémoire, et donc l'écriture passe par la mémoire avec ensuite une queue de disque, tout simplement. Donc l'objectif ensuite, c'est bien sûr d'écrire sur disque les datas. Et donc c'est un jeu, Couchbase, c'est un jeu en fait entre allier la performance de la mémoire et tout en ayant une forte persistance de la donnée, ce qui est un enjeu complexe, mais qui est très intéressant, notamment en termes de performance élevée, puisque ce memory first permet d'écrire avec des performances très fortes, une faible latence, et également de faire la même chose en lecture. Donc la copie se fait de manière asynchrone, puisque c'est une queue d'écriture sur disque. Alors quand on parle d'asynchrone, attention, hein, ça veut pas dire, je l'ai déjà expliqué, hein, ça veut pas dire que ça va prendre des minutes avant d'être copié sur disque, pas forcément en tout cas. Ensuite, on a le deuxième phénomène important, puisqu'on dit que l'objectif c'est d'avoir le maximum de documents en mémoire. Ça veut dire derrière d'avoir des serveurs adaptés avec une RAM importante, cruciale, et la gestion en termes de configuration, notamment au niveau du swap. Bien sûr, Couchbase supporte du swappiness à 0. Les documents peuvent être stockés sous forme de deux types de données, soit en format JSON, soit en format binaire, et à savoir qu'un document ne doit pas dépasser les 20 mégas.
ce qui est déjà plutôt pas mal. Donc il est basé sur memcached et si on devait se faire une idée, le but c'est d'avoir un memcached avec de la persistance et de la réplication, comme on peut le retrouver sur des outils NoSQL comme Cassandra ou Elasticsearch. Alors, Couchbase fait référence aussi au caractère acide. Alors je vous ai mis le lien qui est là, au caractère acide qu'on retrouve rarement dans les bases de données NoSQL, et son but, Couchbase, c'est d'appliquer de l'acidité autour des documents. Donc d'une part l'atomicité, c'est-à-dire que quand on met un jour, le but c'est de gérer comme des transactions en système base de données relationnelle. Et bien là, on a le même principe autour des documents, c'est-à-dire que si on a un groupe d'opérations et qu'on estime que ce groupe d'opérations fait partie de la même transaction, si un des éléments de la transaction échoue, c'est toute la transaction qui est échouée. Ça reprend ce même concept-là. Ensuite, on a la consistance. Donc le but, c'est de maintenir la consistance à l'échelle du cluster avec notamment les réplicas, les index, et puis on verra plus tard le cross data center replication. L'isolation également, bien sûr, avec la pose de lock, donc là qu'on retrouve aussi en base de données relationnelle. L'objectif étant d'ordonner donc les transactions et de faire en sorte de pouvoir poser des locks pour éviter et en tout cas gérer au mieux dans le bon ordre les lectures et les écritures dès lors qu'il y a concurrence. Et puis la durabilité, bien sûr, donc le but c'est la résistance à la panne. Alors le fault tolerance justement, donc Couchbase y répond par plusieurs niveaux, on va dire, de solutions. Premier niveau de solution, on va dire, c'est la réplication, le facteur de réplication. Donc, au même titre qu'on a du sharding dans Elasticsearch, on va avoir des vbuckets. Ça reprend le même principe, c'est le système de partitionnement de Couchbase, on verra ça plus tard. Et son principe est très simple, c'est que pour un vbucket, on va pouvoir avoir un ou x réplicas derrière, ou pas de réplica si on le souhaite, bien sûr, mais l'objectif étant quand même d'être résistant à la panne. Donc ça, c'est un mode de résistance finalement à la panne. Deuxième solution, un cran au-dessus aussi, c'est ce qu'on appelle le rack awareness ou le grouping. Donc il y a des systèmes de groupes qu'on retrouve dans d'autres systèmes comme Cassandra ou Elasticsearch, où on va pouvoir définir des groupes de serveurs au sein de notre cluster qui vont représenter une dépendance physique, comme par exemple un rack, comme par exemple un data center, et se dire voilà, si je perds un rack entier ou si je perds un data center entier, je veux que mes réplicas et mes données primaires, mes vbuckets, soient répartis de manière intelligente et faire en sorte que quoi qu'il arrive, si je perds un rack ou un data center, eh bien il y a de fortes, c'est pas qu'il y ait de fortes chances, mais c'est que la réplication soit faite de l'autre côté et qu'on ait au maximum une distribution intelligente autour d'éléments physiques logiques et à définir soi-même. Et puis enfin, il y a le dernier niveau qui est le Cross Data Center Replication. Donc là, on est sur deux clusters différents, mais on va avoir un cluster entier qui va être dédié à la réplication de l'autre cluster. Ensuite, on a donc un autre atout dans Couchbase, c'est l'interface graphique qui est embarquée complètement. Donc on ne retrouve pas dans des outils comme Cassandra ou Elasticsearch, ou MongoDB par exemple, on retrouve pas trop, et en tout cas pas à ce niveau-là, ce type de choses. Là on a une interface graphique qui permet à la fois de configurer donc le cluster, de configurer l'équivalent des databases, donc qui sont les buckets, de pouvoir configurer l'ensemble des choses, l'ensemble du cluster via cette interface graphique, de récolter des statistiques et de pouvoir visualiser graphiquement des statistiques via cette interface graphique de manière fine avec des tranches de temps que l'on peut faire évoluer. Donc ça va être un élément important dans l'analyse de la performance pour voir comment on se comporte d'une heure sur l'autre, suivant tel type de configuration ou tel type de configuration, suivant des phases horaires et des charges éventuellement différentes. On peut passer également par l'interface graphique pour pouvoir faire des requêtes, pour bien sûr diagnostiquer des défaillances, et puis pour faire de la maintenance courante, c'est-à-dire faire des entrées, sorties de serveurs, et faire d'autres tâches similaires.
Bien sûr, Couchbase est aussi requêtable autrement que par l'interface graphique, hein, c'est son but premier, via une API, donc ça peut être soit par du curl, mais aussi par des outils de librairie qu'on retrouve dans la plupart des langages standards, Java, Python, etc. La réponse se fait en JSON. Alors on retrouve un autre atout de Couchbase, qu'on retrouve notamment dans Cassandra avec le CQLSH. Là on retrouve du N1QL qui lui fait vraiment, son objectif c'est vraiment d'apporter le même type de service que le SQL, donc comme son nom l'indique, et de reprendre une grande partie des standards SQL, ce qui facilite grandement le requêting et la formation des gens à ce type de requêting, donc c'est très très intéressant. Ensuite, ce qui permet de faire également, c'est de travailler avec des index. Donc là, bien sûr, on a des gains en termes de performance. D'ailleurs, ça veut dire aussi pas mal d'analyse pour pouvoir placer les bons index de bonne manière. Je vous en parlais tout à l'heure, donc la réplication cross data center, qui est aussi une force, quelque chose qui n'est pas si courant que ça, notamment. Et puis la gestion de différents rôles, comme on peut retrouver dans Elasticsearch par exemple. On va avoir des rôles, soit des nœuds, on va dire, qui vont pouvoir porter l'intégralité des rôles, soit des nœuds qu'on va pouvoir, suivant l'étendue du cluster, suivant la charge, suivant le besoin, on va pouvoir spécialiser dans différents rôles, des nœuds qui vont porter les datas, des nœuds qui vont porter les index, d'autres qui vont requêter, etc. Donc ça, c'est quelque chose aussi, une souplesse qui est très très intéressante quand on est sur des clusters distribués qui potentiellement peuvent être assez étendus. Et puis enfin, la sécurité, donc c'est quelque chose, c'est un point aussi assez important dans Couchbase, avec la possibilité de faire comme on l'a dans les modèles relationnels, eh bien, qu'on retrouve pas forcément dans beaucoup de modèles NoSQL, la gestion de droits par utilisateur, donc quel utilisateur a le droit à quelle database, quelle bucket, avec quel niveau de droit, écriture, consultation, etc. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est important. Le chiffrement aussi est quelque chose de présent. Donc ça, c'est quelque chose qui est très très important à l'heure de quand on parle de data, des fuites de données, etc. C'est quelque chose qui est très intéressant. Et puis ensuite, on a donc la possibilité, je vous le disais, notamment via l'interface graphique, d'avoir des outils d'aide à l'analyse, d'audit assez faciles et rapides à utiliser. Voilà, donc je trouve que l'outil est assez intéressant. On va le découvrir ensemble au fur et à mesure des vidéos, donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et puis j'espère que vous prendrez plaisir à découvrir avec moi Couchbase. Voilà, je vous dis à très bientôt sur Xavki.